Salut à tous, épisode Sunweb numéro 11. Oui, je me suis dit qu'on allait un petit peu enchaîner, parce que c'est peut-être pas si mal que ça en fait de concentrer les épisodes, faire 2-3 épisodes d'affilée d'une même série, etc. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense que ça permet de mieux se situer en fait, et que la continuité soit mieux assurée. Alors, on va voir ici une période qui va aller jusqu'au matin de l'étape 1 du Giro, en fait, voilà. Donc une trentaine de minutes pour cette période du mois d'avril, très importante. On avait évidemment eu Paris-Roubaix dans l'épisode précédent, mais il y a un truc que je vous avais pas montré, c'était le Pays Basque, le Tour du Pays Basque, sur lequel j'avais pas trop les moyens d'être compétitif, parce que déjà c'est pas réaliste d'aligner les coureurs sur Pays Basque, même je le permets, hein, s'ils ont fait le Tour des Flandres, et ça n'est pas réaliste de les aligner sur le Pays Basque pour ensuite les mettre à Paris-Roubaix le lendemain de la fin du Tour du Pays Basque. Donc je me suis dit il valait mieux voilà, faire l'impasse entre guillemets. Après c'est vrai que sur les Flandriennes on aurait été moyennement heureux, hein, mais voilà, j'ai simulé un petit peu du coup parce que mon équipe était assez faible, mais on retrouve quand même des coureurs très intéressants dans le fond, puisque nombreux parmi eux seront ceux, à part en fait Tousveld et à part aussi évidemment Kelderman, qui doit bien se reposer un jour ou l'autre, nombreux sont ceux, donc 5 sur 7, qui seront de l'aventure du Giro, qui suivra dans un épisode maintenant, à l'épisode 12. Donc, à partir de là, je me suis laissé tenter par l'étape 2. Je dis que j'ai simulé, mais en fait, je me suis quand même laissé tenter par ce mur final qui m'a léché, surtout vu les progrès de Jay Hindley, champion d'Australie, notre jeune vainqueur au sommet de l'Angliru. C'était son fait de gloire l'année qui avait précédent, c'était l'épisode 6. Je me disais, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Après, il n'a pas eu une bonne forme du jour sur cette étape-là. On n'est pas sous piqué tout, c'est un peu normal, hein, c'est aléatoire. Et puis Kelderman a fait ce qu'il a pu, mais c'est pas lui qui va être en capacité de contester quoi que ce soit. C'est, à ma grande surprise, Mikel Landa qui s'est imposé face à Julien Alaphilippe. Alors que c'est vrai que là-dessus, vous pouvez se dire qui peut prendre Alaphilippe. Voilà, un grimpeur comme Mikel Landa. Il y a eu pas mal de changements de maillot de leader sur ce Tour du Pays Basque. C'était quasiment à chaque étape un leader différent. Ici, on aperçoit Remco Evenepoel qui récupère le maillot du général à l'issue de l'étape 3. Ensuite, c'est au tour de Lorenz de Plus. C'est un client, hein, Lorenz de Plus. C'est pas innocent si je vous montre ça, parce que c'est un peu un échauffement avant les Ardennaises, où Alaphilippe, Lorenz de Plus, par exemple, vont être des protagonistes hyper sérieux. Je pense pas que vous soyez hyper surpris, hein, sur WorldDB, alors qu'on voit donc Thibaut Pinot, c'est adjugé ce Tour du Pays Basque, magnifique pour Thibaut Pinot. Le point sur les objectifs, ok, et on a comme ça de rater 2 sur 7, hein, tant pis, c'est pas grave. On a rattrapé par ailleurs, et puis sur la saison, je ne fais pas le moindre souci pour le sponsor. Non, ce qui compte là maintenant, c'est l'Amstel Gold Race, puis la Flèche Wallonne, puis Liège-Bastogne-Liège. Sur l'Amstel, ouais, j'ai changé le profil parce que le jeu m'avait mis du 2014, et je crois qu'on a plutôt envie de voir celui actuel, hein, de profil. C'est-à-dire que l'arrivée n'est pas au sommet, en tout cas juste après le sommet du Coburg, mais elle est, on va dire, un petit peu plus... Elle nivelle un petit peu les valeurs, elle donne à plus de coureurs la possibilité de s'imposer, et il est pas mal au final ce parcours, hein, d'Amstel actuel. Donc voilà. On a des forces dans notre équipe intéressantes. On a même Casper Asgreen, hein, peut envisager quelque chose, hein, sur ce type de course. Après, c'est pas le favori, hein. Moi, je vais évidemment a priori penser à Michał Kwiatkowski, mais je n'exclus en aucun cas la piste de Marc Hirschi. Marc Hirschi qui est, excusez-moi, mais c'est quand même le terme approprié, un peu mon couteau suisse sur les classiques. Marc Hirschi, que j'adore, et honnêtement, s'il y a possibilité de lui donner quelque chose, on le fera. Maintenant, il faut que ce soit faisable. Donc, on a appris notre équipe de Flandriens habituels, hein, avec Sutterlin, Dance, Arndt, voilà, Wurtz, Schmidt.
Donc on n'est pas dépaysé, c'est la même équipe que sur quelques courses précédentes. Allez, là c'est le dernier passage au Coburg. Celui-là il est intéressant parce qu'il demande vraiment de se situer à l'avant, pour ne surtout pas se laisser prendre par une attaque. Après il y a la relance ici. Là, la relance elle est toujours assez violente, donc j'ai préféré en fait l'anticiper. Et on se retrouve du coup assez nombreux dans un petit groupe, enfin en tout cas relativement au fait qu'on soit encore 6 coureurs, un petit groupe qui est pas mal. Et vous voyez là je force beaucoup, je fais beaucoup rouler Arndt. On a quelque chose en tête à ce stade là, évidemment. Attention ici, c'est un moment où on peut faire des différences. Il y a des choses à faire à cet endroit là. Est-ce que on va déclencher une attaque? C'est une vraie possibilité. Regardez, l'endroit que j'ai en général l'habitude de prendre, c'est celui-là, voilà, quasiment sous la bannière des 5 km. Et on voit que Alaphilippe a parfaitement lu et a pris la roue de Michał Kwiatkowski. Les deux possèdent une petite quinzaine, 10-15 secondes d'avance sur le reste, mais ça peut largement suffire en fait à ce stade-là. Surtout quand il n'y a pas Mathieu Van Der Poel qui roule à fond derrière. On rigole. Non, regardez, voilà. Là, c'est fait à ce moment-là, ça va jouer entre les deux. Ça va jouer entre les deux, et de ce fait, je vais me dire, bon, attention au tournant, on sait qu'on sprinte pas dans les tournants, il va falloir lancer, mais au bon moment. Et en fait, Kwiatkowski va comme ça cueillir cet Amstel. Alors vous allez me dire, ouais, t'as gagné que Milan-San Remo et l'Amstel avec Kwiatkowski. Ouais, c'est vrai, c'est dommage, on aurait aimé lui offrir quelque chose qu'il n'avait jamais gagné IRL en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis déjà content d'avoir pris cet Amstel parce que mine de rien, le coco à la Philippe là, il faut se le faire, hein, parce qu'il est un petit peu trop fort. Et non, elle est pas mal. Moi je l'aime bien. Après, ça n'est qu'une Amstel. On verra plus tard pour faire des bilans. La flèche wallonne ensuite avec quelques petits réajustements. Vous voyez que je regarde souvent le planning en fait pour vérifier qu'il n'y a pas des courbes de fatigue qui explosent chez certains. Je regarde aussi mes gars par rapport au Giro. Il y avait aussi, il fallait que je complète en fait mes participants parce que c'est vrai que ça marque un tournant. Hein. Il n'y a que 4 jours d'écart, 3 jours d'écart entre l'Amstel et la flèche, mais c'est une grosse différence de profil qui fait que là aussi j'ai dû aller changer le profil pour mettre un profil actuel avec les 3 derniers tours là qu'on connaît. Il a fallu, bah oui, moi j'ai pris carrément une équipe avec plutôt des punchers et quelques grimpeurs. Voilà, parce que sur ce profil là, il n'y a pas à hésiter longtemps hein, pour soutenir Kwiatkowski. Vous voyez, Hindley, Power, Hamilton sont là, Storer également. Alors, j'ai prolongé le plaisir pour Asgreen, parce qu'Asgreen a quand même de bonnes notes qui font de lui quelqu'un qui peut être précieux, pas pour la victoire, mais qui peut être précieux à des attaques de Hirschi. Allez, on y croit mon grand. Mur de 8, on est très loin, mais on sait jamais. Ça va être délicat. Je le fais relancer, là, vous avez vu, là, bam. Il replante une accélération derrière, mais il y a trop de monde dans le peloton, ce qui fait que des coureurs un petit peu improbables sur la flèche wallonne, bien sûr. Donc en fait, Hirschi est repris juste en sortie de mur de 8 par Stefan Küng. On y croit tous, hein, donc bienvenue dans un jeu vidéo. Ensuite, c'est Asgreen qui va tenter sa chance, mais bon, je suis pas dupe, hein. Je tente des coups comme ça, mais j'ai pas rêvé ma vie en croyant que le mec allait aller jusqu'au bout. Hein. C'est juste parce qu'en fait, c'est un bon moyen parfois de provoquer les choses derrière et provoquer aussi une certaine fatigue. J'ai pas mal d'équipiers, de sorte à ce que si à la première, deuxième, troisième fois, par exemple, le bon coup n'est pas parti, peut-être à la 4e ou 5e, le bon coup peut partir. Et donc c'est juste ce que je fais là, c'est pour ça que j'en remets une avec Hirschi ici, alors qu'on est encore à ce stade-là, il reste encore un tour complet, hein, puisqu'on est passage au mur de 8, mais Hirschi a été repris, hein, repris par Küng. C'est énorme quand même. Donc Stefan Küng dans le mur de 8, il peut soutenir la comparaison avec Marc Hirschi. C'est amusant. Moi je ne critique pas Küng, hein, pour moi c'est un coureur incroyable, hein, mais
peut-être pas sur ce profil-là. On est d'accord ou pas? À voir, peu importe. En vérité, peu importe. Il y a des gens qui sont lâchés, notamment Vincenzo Nibali. Et nous, on est quand même assez présents à l'avant. On est dans les toutes dernières difficultés qui vont précéder l'ascension finale. Donc ici, on ne se prend pas vraiment la tête. Il n'y a pas d'attaque a priori. Voilà, plein de gens que je repose parce qu'il est hors de question de leur coller de la fatigue supplémentaire. Et voilà, on voit qu'on se rapproche considérablement là de l'arrivée. Gros effort de Hirschi pour protéger Kwiatkowski en effort curseur qui tente. Kwiatkowski qui peut partir là. Il y a peut-être quelque chose à faire en fait, parce qu'en partant là, tout dépend de la manière dont ça roule derrière. Évidemment, il y a toujours le cas Alaphilippe, puisque c'est Alaphilippe là qui roule pour ramener tout le monde. Mais si d'aventure il décidait de laisser les autres faire l'effort, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Surtout qu'il n'est pas seul, hein, le Kwiatkowski. Hein. Il a été rejoint par David Gaudu, donc une petite échappée comme ça à deux. Si ça prend 30 secondes, ça va au bout. Après, je me leurre pas. Hein, on n'est pas sûr que ça les prenne les 30 parce que derrière ça roule quand même drôlement côte de Cherave. Et vous voyez, regardez, Alaphilippe, il a fait le jump. Alaphilippe a très bien réagi. On garde la route de David Gaudu très fort. Hein. David Gaudu sur classique comme ça, ardennaise, il est vraiment pas mal du tout. Dans la descente, évidemment que je vais laisser Alaphilippe faire le taf. Voilà. On sait que Kwiatkowski est un bon descendeur. Mais si c'est Alaphilippe qui roule plutôt que Kwiatkowski pour essayer de reprendre David Gaudu qui est particulièrement motivé et qui a des jambes assez formidables, et voilà, hop, Alaphilippe est revenu. C'est un mutant Alaphilippe. Il est injouable sur pas mal d'endroits hein, du jeu. Allez, on espère s'accrocher avec Kwiatkowski dans la roue de Julien Alaphilippe. Le tout, ce serait d'arriver à déclencher à un moment donné. Il faudrait avoir pour cela une accélération très forte vers les coups. Voilà, c'est ce qui a manqué. Il a manqué un peu de barre, hein, bien sûr, donc une meilleure forme du jour aurait été la bienvenue. Pour finir, on n'échoue pas si loin que ça, mais le moment là où on a passé les 16-17%, c'est là qu'il fallait en planter une, et là il m'en restait plus assez, en fait, pour coiffer au poteau Julien Alaphilippe. Donc, on est sur une égalité parfaite entre l'Amstel Gold Race et la Flèche Wallonne. Un partout entre Alaphilippe et Kwiatkowski, un partout. En plus, chaque fois, celui qui gagne pas fait deuxième. Donc je crois que là, on va pouvoir s'expliquer du côté de Liège-Bastogne-Liège, qui est le terrain de retour de quelqu'un. Hein, je vous ai pas mis le petit son parce qu'on ne sait pas s'il va gagner ou pas. Mais oui, Tige Benoît est de retour à la compétition en cette année 2021 dans la partie. C'est sa seule course avant le Giro. En fait, voilà. Il a aussi participé à des stages. On aura voilà, tout ça. On en verra les bénéfices dans l'épisode prochain. Hein. Mais en attendant, on a là un Liège-Bastogne-Liège avec Asgreen un petit peu malade, que je vais utiliser plutôt en protection. Il est quand même précieux, hein. Il peut tenir très longtemps. Hirschi et Kwiatkowski ne sont pas dans une forme optimale, mais en même temps, c'est quand même positif, donc sait-on jamais. Et pour ce qui est de Tige Benoît, je pense qu'évidemment le leadership se jouera entre lui et Kwiatkowski hein, en dernier ressort, à part si un coup part avec Hirschi, ce qui peut toujours arriver. Mais les coups sont difficiles, en fait, à partir sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que on a vu à l'instant Mont-le-Soie sur lequel il n'y a pas énorme à faire comme diff. Après, là on est dans la deuxième partie de la côte de Wanne, et c'est vrai que ici c'est pas évident non plus. On est trop loin de l'arrivée en fait pour faire de réelles différences, surtout qu'il reste même encore une échappée. Il y a trop de monde dans le peloton, il y a des gens qui vont se mettre à la planche pour nous reprendre. Attention à ne pas se prendre de cassure sur les relances. Ce qui fait que il n'y a pas le terrain encore pour attaquer. On arrive bientôt au mur de Stoke, voilà. Mur de Stoke qui a le pourcentage pour éventuellement tenter de faire de grosses différences. Mais on est encore malheureusement trop loin dans le cyclisme actuel et surtout dans le VCM en niveau extrême. On est beaucoup trop loin de l'arrivée. Parce qu'en fait,
Il faut savoir que dans les années 80, des fois, Liège-Bastogne-Liège, des fois, ça se décantait dans Stoke, dans l'enchaînement One, Stoke. Mais, mais ça c'était avant. C'était avant, et là, sur PCN, c'est pas possible de faire des trucs pareils. Ou alors, je sais pas, il faut jouer en niveau facile peut-être, et avoir une équipe avec 7 mecs à 79, peut-être que là, dans ce cas-là, on peut y arriver si on a pris tout ce qui existe de meilleur, mais il y a beaucoup de lâchés, hein. Les dégâts sont considérables, on n'est pas encore arrivé au col du Rosier, puisqu'on est là, voilà, dans la haute levée. On va descendre ensuite, une longue descente. Il y a 5-6 km de récupération en fait, après la haute levée, pour arriver au col du Rosier. Vous voyez les écarts. Il y a pas mal de très très forts coureurs qui sont lâchés, hein. Quand on aperçoit, je sais pas, Romain Bardet, on aperçoit parfois Nibali, il y a de très bons coureurs qui se sont fait avoir. Nous, on n'est pas trop mal disposés. Ce qui augure pas mal pour ce Liège-Bastogne-Liège, c'est de voir Tige Benoît rester aussi facilement dans les 10 premières positions, voire même dans les 5 premières positions. Alors que je ne manipule pas énormément les forts curseurs avec lui. A l'inverse, Kwiatkowski et Hirschi qui ont épuisé leur protecteur à ce stade-là, c'est pour ça que je l'ai calé dans la route de Benoît, puisque Benoît, lui, reste en place à l'avant, alors que ce jour-là, Kwiatkowski et Hirschi ont tendance à pas mal dégringoler et à accepter de n'être qu'en 30e position, etc. On sait qu'on peut se prendre des grosses cassures, en fait. Dans ces cas-là, ça, je me suis méfié. On arrive au col du Maquisard. Le col du Maquisard, par contre, est un endroit de relative non-agression. En tout cas, moi, sur les, je sais pas, 10, 12, 15 fois que j'ai joué Liège-Bastogne-Liège, le gros profil, là, 2019, sur le jeu, sur le PCM 2019 ou PCM 2018, je pense ne jamais avoir vu de différence se faire dans le Maquisard. Donc a priori, endroit de non-agression, on n'a pas besoin de se stresser trop avec les forts curseurs du tout. On peut même baisser un petit peu la barre d'effort, enfin en se faisant pas avoir sur la relance, et on va arriver bientôt à l'endroit où il y a une possibilité. Une vraie possibilité, c'est dans la côte de la Redoute. Alors voilà, on est dans l'approche. On se repose, on récupère de la barre. Vous avez vu, j'ai pas encore ravitaillé, mais ça ne saurait tarder. C'est Toluk que j'avais missionné, je crois, pour cela. Et c'est vrai que là, il y a moyen de faire partir des coups. Attention, est-ce que, voilà, vous voyez là par exemple, j'étais quasiment dans l'incapacité de réagir à cette magnifique attaque d'Alaphilippe qui a été suivie en plus par David Gaudu, Lorenz de Plus et Maximilian Schachmann. On voit Dan Martin derrière qui essaye, Tim Wellens, Matteo Trentin, qui ont essayé de rebeller et de prendre la roue comme ça de ces 4 hommes. Non. C'est parti. Il y a 4 hommes devant. Et là, c'est un bon coup. Moi, je trouve que c'est un super coup. Partir à 4 comme ça, enfin, on va dire qu'il y en a 3 qui sont en train d'essayer de rattraper Julien Alaphilippe, qui est trop fort. Voilà, ils vont se regrouper, ça y est, ils sont tous les 4, on les aperçoit là-bas. Et nous, derrière, je veux pas me consommer trop. Je veux pas me consommer, je vais plutôt miser sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont battus dans ce groupe. Il y a énormément de battus si jamais ils ne réagissent pas. À partir de là, regardez par exemple, c'est normal que Astana roule. En tout cas, il devrait le faire, puisque le full sang est avec Issagiré encore. C'est normal que Trentin roule, je sais pas, il est tout seul. Par contre, voilà, que Astana roule, ils sont 2, et puis moi, je joue le bluff. Ben non, on roule pas, nous. Non, on est fatigué, on peut pas, on n'a plus d'énergie. En fait, on est 3, hein, mais je protège le plus longtemps possible Benoît et Kwiatkowski. On a bien compris que Hirschi, j'aurais eu un Hirschi en plus 5, je vous promets que j'aurais joué pour lui. Là, je vais pas jouer pour lui, évidemment. Hein, on l'a compris depuis quelques ascensions déjà. Attention, on est en train de rentrer. Voilà, le bon travail de Issagiré qui va nous permettre de rentrer. Attention également à Dylan Tuns. Attention à Tim Wellens. Attention à Jacob Fuglsang. On a aussi la surprise de voir un Richard Carapace de tout premier ordre, hein, sur ces classiques. Moi, je suis assez surpris de voir Carapace, ok, comme ça, mais pourquoi pas. Attention, ça part devant, il y a Gaudu qui a lâché. Gaudu a lâché,
Du coup, De Plus et Sharpan ont encore suivi Julien Alaphilippe pour une nouvelle offensive. Et là, on voit que ça cale. Ça cale. Vous allez me dire pourquoi tu roules pas. Parce que j'ai encore de l'espoir et que je veux encore faire preuve de patience. Voilà. Voilà pourquoi je ne roule pas. Parce que, évidemment, on a les 3 plus forts à l'avant. Ok. Mais je veux encore compter sur ceux qui se sentent obligés de rouler. On voit le Canadien Woods aussi pour le compte de Koenig Quick-Step dans cette partie en 2021. J'attends. Par contre, on va, voilà, tout doucettement, à l'approche de la Roche au Faucon, tout doucettement, on va évidemment passer en effort curseur. Attention, on sait très bien qu'ils vont attaquer. Il y a quelqu'un qui va attaquer ici, voilà, c'est certain. Alaphilippe attaque De Plus et Sharpan qui prennent sa roue. Ils ont les possibilités pour suivre Julien Alaphilippe, en tout cas pour au moins un bon moment dans ce rush au Faucon. Et nous derrière, on y va piano. C'est-à-dire que Benoît, protégé par Hirschi, emmène Kwiatkowski. Donc j'ai fait mon choix à ce stade-là. Ce sera pour Kwiatkowski, très clairement, parce que je fais bosser Tige Benoît. Je le fais travailler pour Kwiatkowski. On voit devant de gros énormes efforts de Godu, Wellens, notamment Dan Martin, Carapace. Et Tige Benoît, voilà, va être missionné ici au moment où tout le monde cale pour essayer de remonter sur un groupe des 3 là-devant où on voit que, la mine de rien, ça marque un peu le pas. On est pas mal. On quitte les forts pourcentages en tête. Et là, bam, attaque de Kwiatkowski, c'est parti. Dans la roue duquel Alaphilippe, évidemment, s'est glissé. Il est trop fort, ce Alaphilippe. Il est trop fort. Et peut-être que ce serait le moment d'en planter une deuxième, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Au même endroit que Lutsenko dans l'épisode avec Astana, éventuellement. C'est-à-dire juste avant le replat qui ensuite va être suivi par de la descente. Oui, c'est ça, je joue mon batou parce que au sprint, je suis battu. Je suis battu par Alaphilippe, je suis battu par Trentin. Je suis peut-être même battu par Sharpan ou Tuns, on va savoir. Je préfère tenter le coup de loin parce que je sais que je suis battu en fait. Je viens d'arriver avec ces coureurs-là que je vous ai mentionnés. Et surtout derrière, il se passe quelque chose d'intéressant. C'est que Alaphilippe laisse rouler d'autres. Et ça, pour moi, c'est le truc qui tue. En même temps, il a beaucoup roulé et on peut comprendre qu'il n'en ait plus la force. Si on se transpose un poil dans une réalité virtuelle. De plus, c'est pareil, Sharman, c'est pareil. Et du coup, les mecs qui roulent derrière sont des gens qui ont été distancés à certains moments. Donc, ce sont des gens à qui il ne reste pas une barre infinie, si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être ce qui explique donc le fait que Kwiatkowski ait pris comme ça une avance qui lui permet de franchir la ligne à Liège en vainqueur solo, avec une avance plutôt sympathique. Deuxième place pour Julien Alaphilippe. Et c'est Matteo Trentin qui vient compléter le podium. Voilà, Benoît aura donc très bien agi par rapport à son compère Kwiatkowski. Et on aura eu donc pour la 3e fois d'affilée, sur ces 3 Ardennaises, on aura eu le duo Kwiatkowski Alaphilippe qui truste les 2 premières places. Assez énorme domination de ces deux-là par rapport au reste, même s'il y en a d'autres qui sont sacrément forts. Je suis content parce que les notes de Kwiatkowski sont tellement inférieures à celles d'Alaphilippe que ça représentait quand même une forme de perf. Donc c'est plutôt bien. Je ne regretterai jamais d'avoir recruté Kwiatkowski, ça va sans dire. Mais je suis encore plus content, si je veux dire, de l'avoir recruté en validant comme ça sur sa présence à 29 ans dans une nouvelle équipe où il peut avoir un rôle de leader, même s'il a déjà eu chez Sky ce rôle-là parfois, sur ce type de course-là. Je pense quand même que voilà, cette victoire est relativement miraculeuse parce que même si juste avant je vous ai présenté l'angle selon lequel on peut penser qu'il est logique que l'on soit revenu, avec cet écart-là, à ce moment-là, dans la Roche au Faucon, en extrême, honnêtement, je pensais que c'était plié. Je vais le dire franchement, en jouant, je pensais que c'était terminé. Et puis, en fait, je me suis dit, tant pis, tu y vas en effort curseur, et puis s'il faut, on ira chercher une 4e place, et puis voilà. Et ce qui était insoupçonné, mais qui s'explique à mon sens, c'est le fait qu'Alaphilippe, De Plus et Sharman
marque le pas. En fait, le seul qui marque vraiment le pas, c'est Alaphilippe, puisqu'il est capable de suivre ensuite Kwiatkowski. Voilà. Il est capable de le suivre. Les deux autres, c'est parce qu'ils étaient morts. En fait, ils en pouvaient plus. Et donc, je me suis dit la chose suivante. Je me suis dit, ça a quand même roulé sur un gros rythme. Les trois de devant, à un moment donné, se sont retrouvés à court d'énergie, ou en tout cas en grand manque d'énergie. Et c'est ce qui peut expliquer comme ça le fait qu'ils se soient retrouvés à un moment donné dans une incapacité à pouvoir faire l'effort tout de suite sur Kwiatkowski. Et on sait qu'après, dès que l'avance, elle est prise, elle est quasiment impossible à rattraper derrière. Si on aborde la descente comme ça avec 15 secondes à Liège et un peu de barre avec un fort coureur comme les Kwiatkowski, ça va au bout. Ça va au bout. Donc, autre exemple de ce que je dis là, c'était avec Lutsenko, donc Astana, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, c'est sûr qu'on est obligé de se creuser la tête avec ce type de coureur, hein, parce que c'est moins facile qu'avec Van Der Poel. Hein. Van Der Poel, je reste avec tous les favoris là, et je les aligne au sprint. C'est réglé. Là, on est obligé de se casser la tête pour essayer de trouver autre chose. Donc, c'est ça qui était intéressant. En Romandie, c'est même combat par rapport au Tour du Pays Basque, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens, et surtout je ne veux pas donner des jours de course à certains. Vous voyez qu'ici, par exemple, le seul que j'aligne sur ce Tour de Romandie et qui ira sur le Giro, c'est Vingegaard, parce que lui, il lui manque des jours de course. Mais les 5 autres, déjà j'y vais qu'à 6, hein. Vous avez vu, j'y vais qu'à 6, alors qu'on devrait pouvoir normalement y aller à 7, hein, parce que j'ai des types qui se reposent, j'en ai d'autres, qu'il ne faut pas surcharger en jour de course avant le Giro. Belle victoire de Ivan Garcia Cortina au passage, hein, vous l'avez vu. Ça va être un Tour de Romandie simulé en version chouchou un peu, parce qu'en fait, on a Manu Bourkman comme ça qui va prendre l'étape 5. C'est pas anodin non plus, hein, comme c'est l'historique parti sur cette chaîne. Bourkman va carrément, s'adjuger le général, il va gagner le Tour de Romandie. Ça rappelle des souvenirs. Et oui, je me suis amusé aussi, donc apprendre au 5e degré, ce que je vais vous montrer tout de suite, parce que je sais pas s'il y aura une autre saison, en fait. Mais s'il y avait une autre saison, virtuellement, je craque, en fait. Alors, regardez bien. Donc déjà, non, si je me note, c'est normal. On contact, puisqu'on veut prolonger quoi qu'il arrive. Après, Pogacar, voilà, on se fait plaisir. Rafal Maïka, j'avais envie depuis tellement longtemps. Et puis après, on part dans le délire le plus total. Garcia Cortina, etc. Vous allez voir, c'est pas fini. Dans l'épisode de Giro, je compléterai ma liste qui sera probablement jamais concrétisée, bien évidemment. Donc, j'ai plus réellement besoin de recruter, en fait, à ce stade. Dans le prochain épisode, donc, on tentera le Giro pour Tige Benoît avec une équipe australienne majoritairement. Et on se retrouvera donc face à un sacré défi. Il y aura pas mal de monde en face. Je vous ai, en conclusion de cet épisode, préparé les profils. On voit qu'il y a l'étape 2 sur laquelle il peut y avoir des accidents. Des accidents de course, hein, j'entends, bien sûr. L'étape 3, a priori, il évolue au sprinter. Sur l'étape 4, attention à cette arrivée au sommet de l'Etna après 18 km d'ascension finale. Ça peut faire sacrément mal. L'étape 5, a priori, l'étape 5, il se passe pas grand-chose. Attention au puncher, hein, sur l'étape 6, il y a un petit mur, il y a une côte à l'arrivée là. Étape 7, dur d'échapper à la logique des sprinters, on verra bien. Étape 8, de nouveau pour puncher, comme la 6. Attention, il y a peut-être un truc à mettre en place avec notre équipe. Attention à l'étape 9, arriver au blockhouse. Alors ça, bonjour, hein, ça risque de faire mal. Ça va faire mal comme l'étape 10, qui est un contre-la-montre, qui, ma foi, s'annonce bien délicat. L'étape 11, à la limite, on est sur des types d'étapes qu'on aime bien. Voilà, j'aime bien ces étapes-là. L'étape 12, a priori, c'est une étape de repos pour nous, ainsi que l'étape 13. Je n'emmène pas de sprinter, c'est un choix délibéré. Ça fait 8 mois que j'ai choisi de ne pas emmener de sprinter sur le Giro. Ensuite, l'étape 14, attention à cette arrivée au sommet. L'étape 15 sur les terres, non loin du Tour de Lombardie, en tout cas on arrive à Bergame. L'étape 16 qui a tout pour nous plaire, avec cette descente finale, ça rappelle bien des choses. Attention à l'étape 17, je trouve que ça monte très longtemps,
attention, ça peut être délicat. Et puis après, bon bah, festival, hein, 18, ok, d'accord. La 18, elle est monstrueuse. Attention, cette vilaine arrive au sommet de la 19. Et bon, vous voyez, c'est loin d'être gagné, en plus c'est pas fini. L'étape 20, à la limite, peut-être se neutraliser, si jamais. Ou alors il va falloir prendre des risques. Et puis à l'étape 21, on ne pourra prendre aucun risque, puisque ce sera un CLM individuel. Donc là-dessus, la vérité des individus parlera. Donc voilà, ça nous fait un très très gros Giro à venir. Juste avant de se quitter, petit récap, les tours ont été partagés. Les monuments, bah, Kwiatkowski en prend 2, mais ça a été globalement assez équilibré. Les classiques, ensuite, assez partagés, ça fait plaisir, même s'il y a la domination de certains, bien sûr, à la clip. Et donc, je vous donne rendez-vous à l'épisode 12 pour un Giro que j'espère flamboyant. Voilà, je vous dis à bientôt.